Vecna, le démogorgon Acérérac. Donjon Dragon a eu son lot de super vilains au fil des années. Des méchants légendaires, des boss, des monstres, des créatures malfaisantes qui font régner la terreur dans le multivers. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager mes 10 méchants préférés de Donjon Dragon. Alors sans plus tarder, plongeons dans le cœur du mal. En 10e place, on a un vilain très vilain qui a fait son nom dans un univers célèbre, c'est Eiyuz. Eiyuz, le mal ancien. C'est un personnage issu de la campagne de Gary Gygax, donc dans l'univers de Greyhawk. Premièrement, il faut savoir que c'est un gars qui est un hippo baby un peu, là. Il y a vraiment des parents célèbres. Alors c'est le fils de Igvil et du seigneur démon Gratz. Alors, Igvil, pour ceux qui l'ignorent, c'est le nom, le pseudonyme maléfique de Tasha, la sorcière. Alors, ce qui fait de Eiyuz un Cambion, donc un demi-mortel, demi-démon. Ce que je trouve intéressant du personnage de Eiyuz, c'est que c'est pas une liche, c'est pas un diable avec des crocs, des cornes, c'est juste un bon vieux bonhomme qui a des pouvoirs surnaturels. C'est un magicien. Mais c'est aussi surtout un seigneur de guerre. Il fait régner la terreur sur tout le cœur du continent des Flannes. Au départ, Eiyuz était à la tête d'une petite bande de hors-la-loi, de bandits, et il a graduellement construit son royaume à coups de corruption, de pots de vin, de coups d'État. Et c'est ainsi qu'il a pu unir différents royaumes divisés sous sa bannière. C'est un tyran! Il a graduellement agrandi ses pouvoirs aussi pour devenir en quelque sorte une espèce de demi-dieu dans l'univers de Greyhawk. Fait que oui, j'aime beaucoup l'idée de Eiyuz, ce seigneur de guerre-là, qui est un peu un méchant presque de Game of Thrones. Vous voyez le genre? C'est le parfait sorcier qui est pas mort-vivant en plus. J'aime ça, moi, les tyrans qui sont pas des morts-vivants. Je trouve que ça les humanise davantage et ça permet une meilleure métaphore avec ce qu'on vit dans nos mondes modernes. Je dis pas que Eiyuz c'est Donald Trump, mais un peu. 9e place, on a l'épée de Cass. Vous connaissez peut-être le personnage qui est intimement lié à l'histoire de Vecna, qui est un méchant légendaire presque surutilisé maintenant. Alors Cass, c'était non seulement le général des armées de Vecna, mais c'était aussi son assassin personnel, son conseiller le plus fidèle. Et un des moments les plus cruciaux de l'histoire de Donjon Dragon, c'est le jour où Cass a finalement décidé d'essayer de tuer Vecna. Il fallait s'y attendre, le mal se retourne toujours contre lui-même. Cass et Vecna se sont affrontés dans un affrontement épique où Cass a été détruit, mais Vecna a perdu sa main et son œil. Tout ce qui reste maintenant de Cass, c'est l'épée magique, qui avait été forgée par Vecna pour récompenser son serviteur le plus fidèle. Donc cette épée magique-là, elle a été touchée par le sang de Cass. Et à l'intérieur, il y a encore une partie de l'âme du vampire général qui cherche à se venger de Vecna. Parce que bien sûr, on peut pas se débarrasser de Vecna, hein? Il revient dans chaque édition, ressuscité par sa magie noire. Et l'épée est obsédée par détruire tout ce que Vecna a touché. Cette épée-là est incroyablement destructrice contre les morts vivants. Donc c'est une épée qui pourrait sembler une bénédiction pour un paladin, un cléric, un guerrier bon. Et ce que j'aime du mensonge que cette épée-là peut faire, c'est qu'elle peut se présenter sous un jour qui n'est pas le sien. Il y a un mensonge à l'intérieur de cette épée-là. Cette épée-là dit qu'elle peut vous aider, mais au final, c'est elle qui va vous utiliser. Graduellement, cette épée-là va vous amener à essayer de détruire Vecna, et ce, par tous les moyens. C'est une relation parasitique. Tu sais, c'est toxique comme relation, l'épée de Cass. Fait que oui, moi je trouve que c'est un personnage incroyable, un objet magique, insane, qu'on utilise rarement à sa juste valeur. En 8e place, on a Nintra Ciota. C'est une arche-fée qui vient d'un royaume féerique qui s'appelle le royaume de l'air et du verre obsidienne. Ce que j'aime d'un méchant fée, c'est qu'il y a un petit côté Joker. Donc oui, il y a quelque chose d'un petit peu sympathique, un petit peu, tu sais, qui puise dans la créativité, la folie,
mais dans le pire aspect de la créativité, le pire aspect de l'art, de la musique, de la chanson, et dans ce cas-ci, de l'écriture. Alors, Nintra Ciotia apparaît dans une aventure de Candlekeep Mysteries. Il existe un livre de poésie, le conte du Scribouillard. Et ce livre-là, qui est caché, enfermé dans Candlekeep, donc ça c'est une espèce de grande bibliothèque légendaire des Royaumes oubliés, eh bien le livre a été cédé à la bibliothèque avec la promesse de ne jamais le laisser tomber entre les mains de quelqu'un. C'est un livre maudit. Parce qu'à l'intérieur de ce livre-là, il y a l'archefée qui est enfermé. Et si vous lisez le court poème à l'intérieur du livre, eh bien, graduellement, ce qui va arriver, c'est que le poème va commencer à s'écrire sur votre peau. Vous allez être obsédé par ce poème qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus révélateur. Moi, j'ai toujours été fasciné par l'idée des pièces de théâtre maudites. J'aime le fait que cette fée-là survit à l'intérieur d'histoires. Elle utilise l'imagination de la littérature pour survivre, entrer en contact avec vos joueurs. Ça peut être l'histoire, l'origine peut-être de votre Warlock, tombé sur un livre maudit qui commence graduellement à l'obséder. Tu sais, la métaphore de ce vilain-là, c'est comment est-ce que parfois une œuvre, un projet peut carrément nous obséder au point de ruiner notre vie. Mais moi, j'aime tellement l'idée d'un personnage qui est un personnage de fiction qui graduellement apparaît dans vos vies. C'est une archefée aussi, hein, puis je pense que c'est un archétype de vilain qu'on sous-utilise. Elle a son but de retourner dans la cour des fées qui l'ont exilée, enfermée. Alors, est-ce que vous allez pouvoir négocier avec elle? Est-ce que ça va être une alliée, une ennemie? Devrez-vous la détruire? Devrez-vous aller au bout de cette histoire, de ce poème? Je trouve ça très fou, je trouve ça super intéressant, fait que oui, c'est un de mes vilains préférés. 7e place, parlant de vilains imaginaires, on a un des monstres les plus anciens du jeu. Un dieu endormi, oublié, un serpent de la nuit, Dendar. C'est un primordial. Alors, il faut savoir que dans les Royaumes oubliés, au tout début de la création du monde, il y a eu une guerre. Tu sais, une guerre fondatrice là, qui a créé le monde entre les primordiaux et les dieux. Les dieux, bien sûr, ont triomphé parce que c'est eux qu'on vénère aujourd'hui, mais il existe encore certains primordiaux enfermés sous la terre. Et Dendar, ben, il est enfermé sous un volcan sur la péninsule de Shult. Alors oui, il y a quelques aventures qui font affaire avec Dendar, qui est vénéré encore par plusieurs créatures reptiliennes comme des hommes lézards, des nagas. Et notre bon vieux Dendar, la légende dit qu'il est né lorsque la première créature mortelle a fait son premier cauchemar. Alors j'aime beaucoup le fait que comme vilain dans votre campagne, Dendar peut être une créature qui vit encore à travers les rêves de ses suivants, de certains mortels qui sont touchés par sa malédiction ou qui ont été en contact avec un objet magique, qui a été en contact avec sa puissance primordiale. Fait que oui, vos joueurs peuvent très bien être touchés par la malédiction de Dendar et ce monstre pourrait vivre dans leurs rêves. J'aime beaucoup Dendar parce que bien sûr, c'est le genre de créature que tu veux pas affronter. Le but d'une campagne avec Dendar, c'est d'empêcher son retour parce que j'ai beaucoup de mal à voir comment des aventuriers, même niveau 20, pourraient affronter et vaincre un primordial. Mais en même temps, ça pourrait être vraiment épique de commencer niveau 1 avec les cultes de Dendar et de graduellement monter l'escalier de puissance jusqu'à finalement l'affronter sur un volcan épique au milieu de la jungle. Ça pourrait être un ennemi récurrent aussi qu'on ait à affronter dans nos cauchemars. Tu sais, si vous avez le goût d'explorer, mettons, le monde des rêves dans votre campagne, là, je pense que Dendar, ça peut être un super point de départ. 6e place. Hey, écoute, je sais pas pourquoi il est pas plus haut, parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le seigneur démon des morts vivants, Orcus, qui, à mon avis, est pas mal plus intéressant que Vecna. Je l'ai dit. Vecna, screw you. Orcus, il aurait été bien meilleur dans Stranger Things. C'est le maître des morts vivants. Alors, je pense qu'il opère sur la 113e strate des abysses. Ce que j'aime du personnage, puis que je trouve qu'il est négligé, là, on joue beaucoup sur l'aspect métal, moisi, odeur de soufre, le diable incarné. Mais moi, Orcus, comment je l'interprète, c'est que c'est un paresseux. Il déteste
tout ce qui est vivant, pas nécessairement parce qu'il aime la mort et les squelettes, mais surtout parce qu'il n'aime pas l'activité, l'effervescence de la vie. Ça le fait chier, les villes, le stress, l'idée d'avoir à toujours construire, refaire, naître, mourir. Fuck that! Orcus, son vibe, c'est de rester autour d'un monde éternellement figé. Quelque chose de glacé dans la décomposition éternelle des morts vivants. Je pense que c'est aussi sa faiblesse à Orcus, parce qu'il y a une déesse Drao, Kiaran-Sali, qui en a profité pour le détruire. Il a été détruit, Orcus, il est mort. Et il y a une très bonne aventure pour Planescape qui s'appelle Dead God, qui raconte comment Orcus a pu retrouver graduellement son corps physique et sa place. Fait que oui, il existe un stat block pour la 5e édition si vous voulez combattre Orcus au milieu des abysses, mais c'est vraiment un stat block efficace. On peut pas parler d'Orcus non plus sans parler de sa baguette, le sceptre d'Orcus, qui est un objet magique qui l'a fait survivre. C'est grâce à la baguette qu'il a pu revenir à la vie parce qu'il y a une partie de son essence qui est à l'intérieur de cet objet magique-là. Puis ce qui est cool aussi, c'est qu'il est undead, mais pas une liche. T'sais, c'est l'incarnation même d'un dieu mort-vivant. C'est pas cool, ça? C'est métal, me semble. 5e place, une des liches qui vaut la peine qu'on en parle. T'sais, on parle toujours des mêmes liches dans Donjon Dragon. Acererak, Sastam, Vecna, ben moi, ma liche préférée. C'est une liche scientifique du nom de Tessalar. Tessalar, peut-être que le nom vous dit vaguement quelque chose, parce que c'est un magicien qui a créé toutes sortes de monstres célèbres de Donjon Dragon. Vous avez peut-être entendu parler du Tessel Hydra, qui est une créature qui vient faire un petit caméo là, dans Stranger Things. C'est un monstre qui a été créé par Tessalar en personne. Il avait l'habitude, grâce à des rituels magiques, de mélanger des créatures ensemble. La légende veut que ce soit lui qui ait créé le premier oursibou. Mais toutes les créatures un peu weird, qui sont des mélanges visibles de deux patentes qui vont pas ensemble, ce sont souvent des œuvres de Tessalar. J'aime l'idée de croiser cette liche-là dans un repère magique aussi qui est complètement peuplé de ces aberrations-là créées par ce magicien fou. J'aime l'idée que vos aventuriers se retrouvent peut-être capturés par Tessalar, sur lesquels il va faire des expériences pour échanger leurs âmes, leur corps, mélanger leurs corps ensemble. Tu sais, vraiment des trucs de body horror. Horreur corporelle, glauque et angoissante. Vos joueurs vont devoir arrêter son eugénisme malsain. Tu sais, hey, c'est-tu des thématiques intéressantes à explorer, ça? Tessalar. Lore, très intéressant. En 4e place, c'est le premier méchant que j'ai utilisé dans mes campagnes de Donjon Dragon. C'est le dieu fou, le dieu banni, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est Tarisdun. Tu sais, c'est un dieu qui a été banni. Tous les autres dieux du multivers se sont mis ensemble pour le combattre, l'enfermer et l'emprisonner dans un endroit où aucun mortel ne pourra plus jamais aller le chercher. Il reste qu'il y a encore une connexion avec le monde matériel inexplicable. Fait qu'il y a une craque dans la prison de Tarisdun à travers laquelle il peut continuer d'envoyer des sorts à ses suivants et de leur murmurer des indices sur comment faire pour le libérer. Tu sais, je sais que c'est un classique, presque un cliché, mais moi j'aime les histoires de libérer le dieu maudit. Tu sais, le fameux retour de Lord Voldemort, là. Ces fidèles qui travaillent à trouver une façon de le ramener. Ben, tu peux construire tellement une grosse campagne là-dessus. Affronter les fidèles de Tarisdun, des prêtres fous convaincus qu'ils doivent ramener ce grand ancien dans le monde. J'aime aussi l'idée d'un donjon qui est un passage entre les mondes. Tu sais, je pense pas que le temple oublié de Tarisdun, c'est une super bonne aventure, mais il y a vraiment des bonnes idées dedans. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de trésor, il y a juste des mystères angoissants qui te font sentir mal de les avoir explorés, tu sais. Si vous cherchez un bon dieu oublié à intégrer dans votre campagne, vous voulez pas toucher à tout ce qui est lore de Lovecraft, ben allez lire un petit peu sur lui, je pense que il mérite un peu d'amour. Faut pas qu'on l'oublie. En 3e place, ben ça prenait quand même un méchant dragon. Parce que c'est un adversaire classique de D&D. Et un des méchants dragons les plus cool, qui va être le plus dur à affronter pour votre groupe,
c'est Clout. Clout, the Old Snarl. C'est un dragon rouge très ancien des royaumes oubliés. C'est un dragon qui opère dans l'ombre et surtout, c'est un tueur de dragons. Au fil de sa longue vie, de sa longue existence, il n'a jamais cherché à avoir un partenaire ou une compagne. Il n'y a jamais eu d'interaction positive avec d'autres dragons. Jamais d'alliance temporaire. En fait, il ne fait que les tuer lorsqu'ils approchent de son territoire. Je peux tout à fait imaginer des dragons bons ou mauvais négocier avec votre groupe d'aventuriers pour tenter de prendre le territoire de Clout. Je veux dire, tous les dragons détestent Clout. C'est vraiment une plaie. Et surtout, c'est un dragon qui est spécialisé en magie. Surtout la divination. La rumeur veut qu'il ait plusieurs boules de cristal et qu'il passe son temps à observer les aventuriers, les dragons et tout ce qui pourrait être un danger à sa survie dans les environs de son territoire. Il faut savoir aussi qu'il a découvert un sortilège qui lui permet d'absorber la vie d'œufs de dragon. Alors oui, s'il met la main sur des œufs de dragon, il peut utiliser ce sortilège pour les siphonner et se donner une force temporaire extraordinaire. C'est pour ça que Clout apparaît souvent comme un dragon 2 fois plus grand que les dragons de la moyenne de son âge. Ce qui est insane grand. By the way, il n'y a aucune de vos minis qui est assez grosse pour représenter Clout. Fait que oui, il y a plein de façons intéressantes de l'intégrer comme méchant de votre campagne. Bien sûr, il est paranoïaque et manipulateur. Il y a de très fortes chances que vos joueurs ne le rencontrent jamais en personne, mais il va manipuler des gens qui vont manipuler des gens qui vont manipuler vos joueurs, par exemple. Peut-être qu'un noble local va chercher à capturer des œufs de dragon. Qui est derrière ce noble-là? Qui tire les ficelles? Qui cherche à obtenir ces œufs de dragon-là, ces objets magiques? Moi, j'aime l'idée d'un groupe manipulé par Clout sans jamais le savoir. Ou le savoir juste très 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 tard dans la campagne. Et il n'y a pas plus épique qu'un combat contre un dragon rouge ancien de cette taille-là, bon sang. Fait que oui, Clout, c'est toute une affaire. Deuxième place, une des créatures les plus maléfiques à la surface du monde matériel. Est-ce les tyranneuils? Les flageoleurs mentaux? Non, ils sont très cool, mais jamais aussi mystérieux que les féérimes. Ce sont des créatures qui ressemblent à des espèces de cônes, avec des bras griffus, des tentacules, des dents pointues. Leur bouche, c'est comme juste un espèce de gros trou plein de dents. C'est tellement alien. D'où ils viennent? Qu'est-ce qu'ils veulent? On ne le sait pas exactement et c'est ce que j'aime. Il y a très peu de lore officiel autour de leur but et de leurs objectifs. Ce qu'on sait avec certitude, c'est que c'est ces créatures maudites qui ont causé la fin du plus grand empire magique à la surface des royaumes oubliés, l'empire de Netheril. Les féérimes sont des utilisateurs de magie experts et ils sont extrêmement jaloux. Et quand ils ont vu les humains à la surface du monde commencer à développer des sortilèges niveau 9, niveau 10, faire lever des cités dans le ciel, bâtir un empire magique qui rivalise avec leur force, ils se sont dit ça ne peut pas se produire. Et les féérimes ont utilisé une magie qui, pour l'instant, est encore incompréhensible, mais ils ont commencé à drainer la vie du territoire sous les cités volantes de Netheril. Je sais pas si vous regardez la carte des royaumes oubliés parfois, mais c'est pas bizarre qu'il y ait comme au milieu de nulle part un gros désert, l'Anorok. Eh bien, ce désert-là a été causé par les féérimes. Ils ont suivi les cités volantes et ils ont juste drainé toute la vie, toute la végétation, les fermes. Ça déstabilisait leur empire complètement. Ils ont dû utiliser de la magie pour créer de la nourriture pour leur peuple. Ça a créé des conflits de classe terribles, des rébellions, des révolutions. Et finalement, bien sûr, ça a causé ce qu'on connaît. Karsus a lancé son ultime sortilège niveau 12 pour essayer de prendre le contrôle de toute la magie du monde. Et ça a juste reboot la magie. Et toutes les villes volantes se sont effondrées. Et ça, c'est de la faute de ces petits tannants-là. J'aime croire que les féérimes, aujourd'hui encore, complotent pour éviter que les humains prennent trop de puissance magique. Il faut savoir qu'en ce moment, les féérimes sont enfermés dans les tunnels sous l'Anorok. C'est à cause d'un conflit qu'ils ont avec une autre espèce extraterrestre weird qui s'appelle les Charnes. Ce genre de bonhomme-là.
Puis à cause de ça, les Féérimes peuvent plus s'échapper de l'Anora, qui sont coincés en dessous. Mais croyez-moi, s'ils pouvaient sortir de ces tunnels-là, ils pourraient probablement annihiler toutes les civilisations humaines à la surface du monde. J'aime croire qu'il existe peut-être des Féérimes qui ont évité l'effet d'emprisonnement sous le désert et qui hantent encore les tunnels sombres sous la surface de Faerûn et qui cherchent une façon de briser le sortilège et de libérer leur peuple. Et que oui, j'aime beaucoup ces petits contes bizarres-là. Si vous voulez, il existe des adaptations pour la 5e édition du stat block de ces monstres-là. Fait que je vais laisser dans la description de la vidéo toutes les informations pour utiliser les Féérimes dans la 5e. Et finalement, mon méchant préféré dans une aventure de Donjon Dragon, c'est une sorcière. Une sorcière du nom de Ravel Puzzlewell. C'est une Night Hag. Elle apparaît dans un jeu vidéo qui est inspiré de l'univers de Planescape qui s'appelle Planescape Torment. Oui, je sais, c'est un jeu vidéo puis pas une aventure officielle pour un jeu de rôle sur table, mais c'est quand même une des meilleures aventures de D&D jamais écrites. Tu sais, si vous voulez jouer à Planescape Torment, sachez que je vais spoiler un petit peu son rôle dans l'histoire, mais je vous le jure, là, ça gâchera pas votre expérience si vous voulez aller le jouer. Il se trouve que Ravel, c'est une sorcière qui cherche à se poser des questions philosophiques. Elle adore les puzzles, hein, son nom le dit, et un des plus grands puzzles pour elle, c'est l'esprit humain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer la nature d'une personne? Est-ce qu'on peut vraiment, après un certain point, changer qui on est? Ou est-ce qu'on est figé? C'est la question qu'elle se pose. Et elle a créé un individu dans le but de trouver réponse à sa question. Un individu sans mémoire qui meurt et renaît sans arrêt, et c'est le héros de Planescape Torment. Ce que j'aime de Ravel, c'est qu'elle est vraiment dans un questionnement philosophique, et on est la victime de son expérience. Est-ce que notre destin est inévitable? Est-ce qu'on peut changer réellement? Même si on subit les pires tortures, même si on reboot le système à partir de zéro, si on reprend à partir du même point de départ, est-ce qu'on retourne toujours au même endroit? Tu sais, cette question philosophique-là, elle est hyper intéressante. C'est mythique comme questionnement. Puis ce que je trouve vraiment cool aussi avec Ravel, c'est qu'il y a plusieurs théories qui disent que c'est un être multiple. Vous pouvez tuer Ravel, mais elle n'est qu'un fragment de l'entité Ravel Puzzlewell. Fait qu'elle a plein d'incarnations physiques à travers le multivers. Et il paraît qu'elle a fait plein de caméos dans plein d'aventures officielles depuis le début du jeu. Si vous rencontrez une femme aveugle, magique, qui aime les puzzles, c'est peut-être une incarnation de Ravel. J'aime vraiment l'idée de peut-être être une expérience de Ravel sans le savoir. Puis tu sais, imaginez là, de vivre toutes sortes d'aventures, qu'il y ait plein de coïncidences dans la vie de vos aventuriers, pour réaliser à la toute fin de la campagne que tout ça était une mise en scène de Ravel qui voulait savoir quelque chose. De rencontrer des personnages, des oracles qui vont être constamment sur votre route, que même si vous les tuez, même s'ils meurent dans des circonstances étranges, il va toujours y avoir une nouvelle femme aveugle sur votre route. Un fragment de l'existence de cette sorcière un peu démente. Off with you, dead I am. Fait que tu sais, ça c'était mes méchants préférés parce qu'ils nous font vivre toutes sortes d'aventures. Ils s'incarnent bien aussi sur une campagne à long terme ou des aventures plus courtes. Moi je suis curieux, c'est quoi vos méchants préférés? Est-ce qu'il y a vraiment un personnage que vos joueurs ont adoré, détesté? Qu'est-ce qui fait qu'un méchant est détestable, mais qu'on s'attache, qu'on a le goût d'en savoir plus sur lui ou elle? Fait que voilà Internet. Là-dessus, je vous dis, soyez pas trop méchants, là. Même si on joue des vilains, il faut se respecter un petit peu. Un petit peu. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.